Alors, la prochaine conférencière est Anne-Sophie Brochu. Anne-Sophie est titulaire d'un baccalauréat en agronomie de l'Université Laval. Elle a poursuivi ses études à la maîtrise en biologie végétale sous la direction du professeur Edel Pérez-Lopez. Depuis l'obtention de son diplôme de maîtrise, Anne-Sophie a intégré le laboratoire de son ancien mentor en tant que professionnelle de recherche. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de maîtrise. Oups, désolée. Mon projet de maîtrise qui porte sur le développement d'un outil moléculaire quantitatif spécifique à l'agent pathogène Clavacta michiganensis et également le projet de notre étudiante de doctorat, Saïda, par la suite en deuxième partie. Toute chose, comme on l'a mentionné, je suis professionnelle de recherche dans le laboratoire d'EDEL. Donc, je vais vous parler un peu aussi des autres projets dans lesquels sur lesquels on travaille. Donc, on travaille principalement sur le canola, donc l'hernie des crucifères. Le pointeur, est-ce qu'il marche? Non. Qui est causé par l'agent pathogène Plasmodiphora brassicae. On travaille également au niveau de la fraise sur les cicadelles, en fait, qui sont des insectes vecteurs de phytoplasmes qui sont des bactéries, et également les résistances aux insecticides. Et finalement, on travaille au niveau de la tomate, plus précisément sur le choc bactérien qui est causé par la bactérie Clavacta michiganensis. Ce sur quoi mon projet porte. Donc, ça fait partie de l'axe 1 de la chaire. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de la maladie. Donc, c'est une bactérie qui affecte les tissus vasculaires. Donc, ça va causer le flétrissement du plant. Également, des nécroses au niveau des pourtours des feuilles, des chancres et le brunissement des tissus vasculaires. Finalement, au niveau des fruits, on peut également avoir des symptômes de taches beige à brune. Donc, je vais vous expliquer un peu quelques informations importantes sur le cycle de vie de cet agent pathogène. C'est surtout, l'infection primaire, c'est surtout par les semences. Et une fois qu'on obtient un plant infecté, c'est par la propagation par des parties culturales telles que la taille des plants de tomates. On peut également avoir de l'infection avec les débris au niveau du sol. Donc, pourquoi cette maladie est-elle si problématique? C'est par le fait qu'il y a présence de plants asymptomatiques. Donc, c'est des plants qui vont être infectés par la bactérie, mais qui ne vont pas présenter de symptômes, mais qui peut tout de même la maladie peut tout de même être transmise d'un plant à un autre. Également, le fait qu'il y a une absence de cultivars résistants, que les moyens de contrôle, que ce soit chimiques ou biologiques, sont inefficaces, ce qui fait en sorte qu'il y a une grande réduction des rendements pour les producteurs en serre et même en champ. Mais ce n'est pas une problématique qui concerne seulement le Québec, c'est une problématique qui est mondiale. Oups. Donc, c'est dans toutes les régions où on produit la tomate qu'on retrouve cette maladie. Et une manière de contrôler cette maladie, c'est par la prévention, donc par le diagnostic. Désolée. Donc, il y a plusieurs façons de faire le diagnostic de l'agent pathogène. Mais les méthodes les plus utilisées aujourd'hui, c'est les méthodes moléculaires, que ce soit par PCR et qPCR. Donc, lors de ma maîtrise, j'ai développé une qPCR. Qu'est-ce qu'une qPCR de façon très simpliste? Une qPCR, c'est une PCR quantitative ou PCR en temps réel. Donc, c'est le même principe qu'une PCR. Donc, on va avoir un fragment d'ADN qui va être multiplié cycle après cycle, mais avec la qPCR, on ajoute la fluorescence. Donc, plus il va y avoir d'applications, plus on va retrouver de fluorescence. Et ça nous donne une belle courbe comme ça ici. Et c'est la mesure du CT. Je ne sais pas si je peux prendre, parce que le pointeur ne fonctionne pas. Donc, la mesure du CT juste ici, qui en fait, lorsque la courbe traverse la ligne seuil, qui va nous permettre de quantifier la présence de colonies dans notre de Clavacta dans notre échantillon. Donc, un exemple ici. Donc, si on obtient
un CT, par exemple, de 30, à l'aide d'une courbe standard, on est capable d'estimer la quantité qu'on retrouve dans notre échantillon. Donc, par exemple, ici, on retrouve 10 à la 4 Clavactère dans notre échantillon initial. Donc, comment on développe une QPCR de manière très simpliste? Je ne vais pas aller dans tous les détails de ma maîtrise parce que c'est un peu complexe. Donc, on va tout d'abord y aller par la sélection des gènes. Donc, un gène, c'est une portion, un fragment, une portion de l'ADN. Donc, dans ma QPCR, j'ai sélectionné 2 gènes au niveau de Clavacta michiganensis et un gène au niveau du plant de tomate, qui est la fatubuline. En fait, le gène au niveau du plant de tomate permet de contrôle positif. Donc, on s'assure que lorsque la réaction est négative, donc on ne retrouve pas du pathogène, on va tout de même une amplification du gène de la tomate. Donc, une fois qu'on a sélectionné nos gènes, on va concevoir les amorces. Donc, qu'est-ce qu'une amorce? Décroll l'a expliqué un peu. C'est un fragment qui est complémentaire à notre matrice d'ADN qui va permettre d'amorcer la réaction PCR ou QPCR dans notre cas. Donc, une fois qu'on a conçu les amorces, on va valider la spécificité à l'aide de la banque NCBI. Donc, ça s'assure que nos fragments vont bel et bien amplifier que notre agent pathogène. Puis, on va également valider à l'aide de QPCR pour s'assurer qu'on n'obtient qu'un seul fragment d'ADN. Que le seul fragment voulu de notre QPCR, dans notre QPCR, désolé. On va également regarder la sensibilité et l'efficacité. Donc, ma QPCR a obtenu une sensibilité de 10 copies d'ADN. Donc, on est en mesure de détecter jusqu'à une faible concentration de 10 copies. Pour ce qui est de l'efficacité, je n'en ai pas mentionné dans la présentation, mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller consulter mon article. Oups. Pour la spécificité, on vérifie en fait que notre QPCR est bel et bien amplifie seulement le Clavacta michiganensis et pas les autres souches de bactéries ou d'autres pathogènes, d'autres agents pathogènes. Donc, pour ce faire, j'avais 10 Clavacta michiganensis, 5 Clavacta endophytes. Donc, des Clavacta endophytes, c'est qui colonisent de plantes, mais qui ne vont pas causer l'infection. J'avais également d'autres espèces de clavibactères et finalement d'autres bactéries pathogènes de la tomate. Donc, si on regarde les résultats, la courbe en bleu, c'est les Clavacta michiganensis pathogènes et en rouge, c'est les autres bactéries. Donc, pour les 2 gènes qui amplifient pour Clavacta michiganensis, on voit bel et bien que c'est que les Clavacta michiganensis qui ont amplifié. Donc, la QPCR est bel et bien spécifique à Clavacta michiganensis. Finalement, lorsqu'on développe une QPCR, on va valider au niveau du plant et de semences infectées. Donc, pour ce faire, pour les semences, j'ai utilisé différents niveaux d'infection, soit 0,25, 0,625 et 0,0625 % d'infection. Donc, on va mélanger une semence infectée dans un lot de semences saines. Donc, oui. Ici, on a comparé également, je ne l'ai pas mentionné, avec une PCR régulière. Donc, les résultats, lorsqu'on regarde avec les résultats obtenus avec la PCA, on voit que ça allait détecter seulement le niveau d'infection le plus faible, le plus élevé, désolé, 0,25 %, puis une semence infectée dans 399. Tandis qu'avec la QPCR, on était en mesure d'aller détecter le niveau d'infection le plus faible, soit 0,0625 %. Ce qui fait en sorte qu'on peut conclure que la détection est plus faible. On est capable de détecter des échantillons avec un ratio plus faible de Clavibacter avec la QPCR qu'avec la méthode PCR. Par la suite, on a validé également au niveau des plants. Donc, on a inoculé avec la souche CMM 1375. On a récolté les plants à 21 jours après inoculation.
La récolte, c'est faite avec des différents segments. Donc, on a la racine, le site d'inoculation, la tige à 3 cm, 6 cm et également une portion de la feuille. Puis, on a fait l'extraction d'ADN pour utiliser pour la QPCR. Donc, les résultats obtenus pour la validation au niveau des plants. Ici, dans le graphique, vous avez le log de nombre de copies de Tabacter par gramme de tissu en fonction des différents segments. En rouge, c'est le gène Rouet et en bleu, tomate. Donc, on remarque qu'on a une concentration beaucoup plus faible au niveau des racines comparativement aux autres segments de la plante. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce résultat? C'est en fait que Clabacter mishkenensis est une bactérie non motile. Donc, c'est avec la circulation de la sève qu'elle va se déplacer et elle infecte le niveau, elle infecte le xylème de la plante. Donc, ça va des racines vers les tissus apicaux. Donc, les concentrations de Clabacter vont être favorisées au niveau des tissus apicaux comparativement au niveau des racines. Peut avoir, comme je l'ai mentionné, plus de détails au niveau de ma QPCR sur mon article qui a été publié dans Plant Disease en 2024. Finalement, les utilisations de l'outil, c'est premièrement pour une détection hâtive de transplants ou des semences. Également pour faire l'étude de l'épidémiologie de la maladie. Et finalement, pour évaluer l'efficacité de nouvelles méthodes de lutte. MyQPCR va être justement utilisé pour le deuxième projet de notre étudiante au doctorat, Saïda, qui vise à comprendre l'interaction entre Clabacter mishkenensis, la tomate et les agents de lutte biologiques. Donc, si je... Commencement. La diversité de Clabacter mishkenensis a été étudiée dans certains pays, mais au Québec, présentement, c'est toujours inconnu. Donc, on n'a aucune idée. Est-ce que les souches qu'on retrouve au champ ou en serre sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des similarités avec d'autres souches dans d'autres pays? Donc, le premier objectif du projet, c'est la caractérisation de la diversité de Clabacter mishkenensis au Québec. Donc, pour ce faire, on a isolé différentes souches à travers le Québec. Et pour l'instant, on a seulement 10 isolats. Donc, si vous en avez encore, si vous retrouvez la maladie ou que vous avez un contact qui a de la maladie dans la serre, vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on puisse isoler la souche. Puis, on a fait l'extraction d'ADN et le séquençage du génome. Donc, pour le moment, comme je l'ai mentionné, on a 10 isolats sur 20 et 9 sur 10 ont été séquencés. La prochaine devrait venir au courant de... On devrait finaliser au courant de l'été. Avec ces 10 isolats, on a fait également des tests de virulence. Donc, pour faire les tests de virulence, on a utilisé un plan à bloc complet aléatoire. Donc, on a utilisé les souches de Clabacter et également un traitement contrôle dans lequel on a inoculé avec de l'eau. On a utilisé la variété M82, qui est une variété qui est susceptible à Clabacter mishkenensis. Donc, notre expérience a été divisée en 2 blocs, donc à 2 moments différents, en juillet et en octobre, pour un total de 80 plants, donc 8 plants par traitement. Les variables qu'on a mesurées à 21 jours après l'inoculation, ce sont la hauteur des plants, le nombre de feuilles nécrosées et le nombre de feuilles, pour être en mesure de faire une proportion de feuilles nécrosées et d'évaluer la sévérité de la maladie. Donc, les résultats obtenus. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Je pense que je vais prendre un pointeur juste ici. Pointeur laser. Ça va être plus simple comme ça. Donc, ici, on voit la proportion de feuilles nécrosées en fonction des différents isolats de Clabacter. Donc, on remarque que
La proportion de nécrose est beaucoup plus élevée pour l'isolat CM 1377 et 1378 et que la proportion de feuilles nécrosées est beaucoup plus faible pour le CMM 1380. Lorsqu'on regarde la hauteur des plants, on voit que on peut avoir des conclusions similaires. Donc, lui qui avait une présence plus élevée de proportion de feuilles nécrosées a également une hauteur plus faible, donc est plus affecté par la maladie. Donc, ce serait l'isolat 1378 qui est le plus virulent et l'isolat 1380 le moins virulent. Donc, on voit que la hauteur est la plus élevée qui est similaire au contrôle avec de l'eau. Donc, pour l'objectif numéro 1, on vise à, d'ici l'année prochaine, avoir 10 isolats supplémentaires, également effectuer le séquençage et le test de virulence des isolats manquants et finalement faire l'analyse de la diversité. Maintenant, comme je vous ai mentionné au début de ma présentation, pour Clabactam chinensis, les méthodes de lutte sont inefficaces. Donc, le prochain objectif vise à développer de nouvelles méthodes de lutte contre Clabactam chinensis par le fait de comprendre et de... désolée, je vais reprendre. Donc, l'objectif numéro 2 est de comprendre et d'évaluer des agents de lutte biologiques contre Clabactam chinensis. Donc, dans cet objectif, on a 2 volets. Donc, un volet avec la compagnie Ulysse Biotech et un deuxième volet avec Premier Tech. Pour ce qui est du volet 2, on va utiliser différents isolats, différentes souches de bacillus et une souche de Burkholderia. Pour l'instant, il n'y a pas d'étude qui a été faite pour savoir quelle souche a un potentiel contre Clabactam chinensis. Donc, on vise tout d'abord à faire l'évaluation de la capacité antagoniste de ces souches contre Clabactam par la méthode de diffusion sur disque. Puis, on va effectuer une validation avec les souches les plus potentielles en serre. On va monter une expérience de biocontrôle. Oups. Puis, finalement, on vise à optimiser les conditions d'application de l'agent de lutte pour les conditions de serre. Pour ce qui est de l'objectif 3, on vise à évaluer des désinfectants afin d'éliminer Clabactam chinensis. Pour l'instant, on n'a pas débuté cet objectif-là. Donc, on va devoir sélectionner des désinfectants potentiels, puis faire l'évaluation par la méthode de diffusion sur disque. Et encore une fois, valider avec une expérience en serre, soit au niveau, lorsqu'on inocule avec un scalpel, est-ce que le fait de tremper dans une solution désinfectante va faire en sorte qu'on va avoir moins de symptômes, et également au niveau des surfaces, que ce soit des peaux ou les surfaces en serre. On va également utiliser MAQ-PCR développé pour comparer les différents traitements. Bref, ce projet-là qui est mené par SAIDA va permettre de mieux comprendre l'agent pathogène, mais également de potentiellement développer de nouvelles méthodes de lutte contre cet agent pathogène. Et finalement, j'aimerais remercier l'ensemble de mes collègues et partenaires. Merci Anne-Sophie pour ta présentation. Au niveau des tests QPCR, est-ce que c'est un test diagnostique ou surtout un test de quantification que vous développez actuellement? C'est les deux. Bien, en fait, il est développé, l'article a été publié. En fait, on peut l'utiliser soit en quantification ou comme diagnostic. C'est seulement qui est plus sensible que la PCR. OK. Alors, moi, ma question, c'est qu'il y a quelques années, on a eu des faux positifs, beaucoup de faux positifs dans le cas du clavibactère au Québec. Oui. Puis à l'époque, on a su que c'est parce qu'il y avait 2 tests à faire, puis il y avait seulement un test qui avait été fait. Il y avait besoin d'un autre test de confirmation. 7-8 ans de ça. Puis là, ma question aujourd'hui, c'est, ça veut dire qu'on a maintenant un test fiable, juste un test, ou s'il faut faire encore 2 étapes de test? Par exemple, si on avait une analyse au laboratoire en Ontario, mais je pense qu'il faut encore 2 tests, là. Non, mais l'erreur venait du Québec au départ. Oui, en théorie, avec MAQ-PCR, comme j'ai un contrôle positif, donc un gène qui amplifie au niveau du plant de tomate, on s'assure qu'on n'a pas un faux négatif. OK. Donc, s'il y aurait des inhibiteurs de QPCR,
ben, le gène de la tomate n'amplifierait pas. Donc, on n'aurait aucune amplification pour tous les gènes. Tandis que là, avec le gène dans mon multiplex qPCR, on peut vraiment voir si c'est bel et bien négatif. OK, merci. Oui, j'avais une petite question par rapport à l'application de la méthode qPCR au niveau des semences. Oui. Ça, c'est en fait, si on a un lot de semences où vous faites le test qPCR et que vous trouvez qu'il y a de positif, comment vous faites? Après, on jette le lot ou on essaie de trouver Ça, la graine? c'est le producteur donc, qui va déterminer est-ce qu'il jette le lot ou il conserve avec un potentiel de risque de contaminer avec la michiganensis, donc avec la maladie. Mais il y a toujours des tests qui peuvent être faits après au niveau des transplants pour voir est-ce qu'il y a une bonne proportion des plants qui sont infectés ou pas, une fois qu'on a utilisé les semis qui étaient potentiellement infectés par la maladie. J'aimerais profiter de la présence de nos conseillers. C'est quoi la prévalence en ce moment de Michiganensis? Puis, d'après vous, est-ce que c'est une entrée, parce que la question est bonne, est-ce que c'est une entrée avec les transplants ou c'est une contamination qui se fait au fil de la production? Ben, il y a deux choses. Il y a des transplants, mais il y a aussi beaucoup de petits producteurs qui font du champ et de la serre. Puis il y en a beaucoup en champ, là, donc ils l'introduisent. Puis je te dirais, ce qui nous surprend toujours, c'est-à-dire la question souvent, c'est comment ça se fait que cette année, c'est rentré, mais ça fait des années qu'ils l'ont conjointement entre la serre dans le champ, puis ça ne rentre pas dans la serre, puis une année, pouf, ça éclate tout d'un coup. Mais actuellement, il y a beaucoup de désinfection. Beaucoup de producteurs désinfectent leurs semences. Donc, ça réduit quand même le taux d'infection des dernières années, là. Mais on en voit toujours un petit peu, là. Donc, ouais, il y a beaucoup avec l'arrivée de l'agriffage, ça a quand même réduit beaucoup la problématique, là. Mais si je peux me permettre juste une petite question versus ça. Le traitement avec les bactéries, avec les bacillus, où il avait été en traitement par le système d'irrigation, Oui. et non pas foliaire, c'est pour quelle raison? On l'applique au sol parce qu'en théorie, c'est pour l'application de ceux en serre. Il y a comme par exemple Savoura, là, c'est un de nos partenaires également. Ils réutilisent leur substrat, puis la source première de contamination, c'est par le substrat qui reste en place, là, puis qu'ils réutilisent en biologique, le substrat. Donc, c'est pour ça qu'on l'applique au sol pour limiter l'infection causée par la bactère Michiganensis. Mais soupçonnez-vous une induction de réaction de défense de par bacillus sur la plante contre des infections aériennes secondaires? On suppose que oui, mais j'en ai pas beaucoup parlé dans ma présentation là, parce que je ne voulais pas qu'elle soit trop complexe, mais on vise à regarder également l'expression génique pour voir c'est quoi les mécanismes justement des agents de lutte. Là. Dans le fond, c'est un consortium qu'on utilise, donc vraiment bien comprendre c'est quoi les mécanismes qu'ils utilisent. Et également, on a fait le séquençage des souches des différents bacillus et on va pouvoir tout jumeler cette information-là pour être capable de peut-être plus expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de la plante. OK, merci. Je pense qu'on va avoir à jaser parce qu'il y a une des souches. Je fais face à un problème là, actuellement chez un des producteurs avec qui je travaille. Puis je sais qu'il vous a envoyé une des souches. Donc, j'espère que ce n'est pas la souche la plus virulente. Ouais. Mais je sais qu'actuellement, on a des problèmes. Puis j'essaie d'aider le producteur en disant bon, il utilise l'agriffage en foliaire. On a des résultats mitigés, puis c'est très rare. Actuellement, ça fonctionne bien. Donc là, j'évaluais utiliser des souches de bactéries, peut-être celles du lys qui sont déjà, il y en a déjà de commercialisées, peut-être Premier Tech éventuellement. Mais je me demandais la compatibilité entre les réactions de défense. Mais pour l'instant, comme on voit dans mes résultats, eux, ils voient un effet positif. Mais pour l'instant, avec l'expérience qu'on a faite, on n'a pas vu d'effet spectaculaire sur le contrôle de la maladie, là. Mais est-ce que c'est les conditions qu'on a utilisées, là? Fait qu'on va changer un peu notre méthode de faire pour le prochain essai
voir si on voit une différence. Merci beaucoup. Plaisir. C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire par rapport à la question précédente. En Ontario, où il se fait beaucoup de production de tomates de transformation au champ, surtout dans la région de Leamington, c'est pas mal accepté la transmission de champ aux serres par les aérosols des débris de culture, si ça apporte un autre élément. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Là, c'est la dernière présentation. C'est ça. Au début, j'avais 5 minutes de présentation. Puis finalement, là, j'en ai beaucoup. Donc, je vais pouvoir rentrer dans certains détails. Mais c'est ça. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je viens vous présenter, c'est une plateforme pour essayer de faire de la biosurveillance de l'air en sériculture, donc dans les systèmes de production en serre. Alors, bon, j'ai essayé de commencer avec quelque chose de très large. Et puis, voilà, je suis parti, en fait, des défis qu'on a actuellement donc, en agriculture, qui sont notamment d'essayer de trouver des systèmes pour pouvoir nourrir, en fait, une population qui est de plus en plus grandissante. Notamment, hein, on a cette ligne du 2050 où on sera 10 milliards. Et il faudrait, en fait, ça a été estimé, au moins une augmentation de plus de 50% de la production actuelle. On a, en plus de ça, on entend beaucoup parler, les pertes dues à la crise climatique qui va bien sûr faire des défis supplémentaires pour pouvoir répondre à ce surplus de production nécessaire. Dans notre production, le système de production et les défis qu'on a sur le surplus de production dont on va avoir besoin de mettre en place dans les prochaines années, on a des problèmes en fait de perte déjà actuels sur ces productions. Donc en 2006, hein, déjà, il y avait cette personne qui avait publié justement un papier sur l'évaluation un peu des différentes catégories de pertes et ce que ça représentait en fait sur l'ensemble de notre production mondiale. Et puis on avait par exemple donc 34% qui étaient dus à cause des mauvaises herbes, les ravageurs qui étaient 18% et les pathogènes, donc notamment tout ce qui va être micro-organismes qui représentent 16%. Pour pouvoir en fait mieux lutter contre les pathogènes, donc ça va être le sujet moi de ma présentation, on a différentes méthodes de détection. Donc les plus classiques, je dirais, visuelles, à l'œil nu, au microscope, on en parlait ce matin, avec les strips notamment, mais notamment aussi moléculaires. On a entendu parler des tests ELISA, et on a aussi des tests moléculaires basés sur l'ADN. Hein. On a beaucoup parlé de PCR, QPCR durant les différentes présentations. Donc voilà, donc PCR, QPCR avec l'ADN, mais aussi le séquençage. Donc, aujourd'hui au menu, je vais vous montrer un peu, donc, avec notamment les outils moléculaires, donc comment en fait ces outils moléculaires-là servent à tester. On va aussi parler de quand tester, de quoi tester. Et puis finalement, je vais vous présenter cette plateforme de biosurveillance, le projet de biosurveillance de l'air qu'on essaye de mettre en place. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait du test moléculaire? Tout simplement parce qu'en fait, actuellement, on a énormément d'informations dans les bases de données avec la séquence de nombreux organismes qui sont, donc leurs séquences ADN, qui sont accessibles directement par des bases de données. Et il faut savoir que l'ADN, c'est vraiment une signature qui est extrêmement spécifique pour chaque organisme. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir les détecter. Alors, je vais rentrer dans le détail, parce que là, ça paraît un peu des grands mots, mais comment est-ce qu'on peut détecter un organisme grâce à son ADN? Donc, alors là, j'ai vraiment pas de chance. En tout cas, c'est un génome, c'est un génome de l'ADN qui a été simulé. Hein, donc, y a pas la séquence n'est pas importante, mais c'est une séquence, donc ATGC, hein, forcément, la séquence ADN. Donc là, je vais vous parler de la PCR. Donc, pour la PCR, ce qu'on va faire, en fait, on va designer, on va créer des petites amorces ADN qui vont être complémentaires à la région qu'on veut amplifier. Puis vu qu'on connaît notre séquence, parce qu'on a accès à cette séquence-là dans une base de données, il nous est très facile maintenant de venir créer ces petites amorces. Et puis, donc, pendant la PCR, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre ces amorces en présence de notre échantillon. Et puis, si jamais on a notre génome, si on a notre organisme d'intérêt, on va pouvoir, en fait, cette région-là, les cycles d'amplification, c'est les cycles d'amplification PCR. Et
à la fin, donc, quand on a assez d'ADN de cette région amplifiée, on va être capable de la marquer. Et c'est là qu'on va pouvoir faire la révélation. Donc, c'est comme ça vraiment que fonctionne un test PCR. Donc là, ici, c'est vraiment le résultat test PCR. Donc, on mesure à la fin de toutes les amplifications notre quantité d'ADN de notre région cible. Par qPCR, on va faire ça en fait à chaque cycle d'amplification. C'est pour ça qu'on vient rajouter un côté un peu quantitatif à la chose. Le séquençage, quant à lui, donc en fait, on va repartir pareil de notre séquence, sauf que cette fois, en fait, finalement, on va venir lire cette séquence, ce génome-là, beaucoup de fois. Donc l'approche de séquençage est très très intéressante parce qu'elle nous permet finalement de connaître exactement la séquence. On n'a pas juste un signal lumineux, on a aussi accès directement à la séquence. C'est quelque chose qui est extrêmement spécifique. Donc, par rapport aux tests moléculaires, voilà un peu la grande famille des PCR, qPCR, LAMP-PCR, vous allez pouvoir en avoir toute une catégorie. Et puis l'approche en fait de dépistage, de diagnostic, je dirais, basée sur le séquençage. L'évolution dont moi, avec laquelle je travaille beaucoup, c'est ce qu'on va appeler la métagénomique. Donc là, ce que je viens de vous présenter juste avant avec le génome qui était au milieu de l'écran, c'était un seul organisme. On faisait un test cible d'un seul organisme. Maintenant, ce qu'on est capable de faire, c'est de partir donc d'un échantillon, par exemple ici d'un échantillon de sol. On va être capable en fait d'extraire l'ADN de cet échantillon et de le passer dans un séquenceur ADN. Grâce aux bases de données, on va être capable de reconstruire l'ensemble des attributions de ces séquences ADN sur les différents organismes. Donc là, on va pouvoir parler des différentes bactéries, des différents champignons et même des différents virus. Les virus, c'est un peu plus compliqué, mais on s'en vient. Donc ça, c'est vraiment la métagénomique. C'est l'étude d'échantillons environnementaux et ça nous permet en fait d'étudier, de regarder, d'évaluer en fait la diversité des différentes communautés qui sont dans notre échantillon. Donc, dans un cas un peu plus pratique, qu'est-ce que ça peut apporter, par exemple, à des producteurs? Donc, on pourrait avoir en fait accès directement à la biodiversité des sols, comme je vous parlais, mais on pourrait aussi avoir accès aux pathogènes et puis aussi à l'impact de certains traitements sur l'ensemble de notre communauté, sur la biodiversité un peu de notre système. Donc là, je vous donne des petits exemples, mais par exemple, ici, on a une étude avec différents types d'engrais. On regarde un peu la diversité des deux traitements. Dans ce cas-là, ça n'avait pas changé, mais c'est un peu le genre d'études qu'on peut faire sur la diversité. Quand on regarde vraiment la structure des communautés, on va être capable, par exemple, de voir quand on implémente en fait une culture de couverture, qui est un peu mon sujet de prédilection pour mon doctorat, on va être capable de voir des différences sur la structure des communautés. Et puis, ce qui peut être, je pense pour moi, en tout cas pour la culture en serre, extrêmement intéressant, ça va être de regarder certains organismes dans le temps. Donc là, par exemple, ici, on avait un pathogène, et puis après traitement, il a grandement diminué. C'est sûr qu'il réapparaissait. Et en tout cas, voilà, c'est exactement ce genre de résultat qu'on peut avoir en métagénomique. Donc là, il faut bien comprendre qu'on a étudié d'un seul coup tous les organismes. Et puis, c'est ça. Vraiment, ce qu'il faut retenir, je pense, de ça, pour la culture en serre, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à les regarder, de faire du diagnostic dans le temps avec ce genre d'approche-là. Donc, ça, c'était un peu comment tester. Donc maintenant, quand tester? Donc, on reprend un peu les techniques traditionnelles. Comme je disais tout à l'heure, on avait des choses par visualisation qui se fait beaucoup. Le seul problème, c'est que quand on fait du diagnostic par visualisation, on le fait sur en fait, des symptômes qui sont déjà apparus. Donc, quand on regarde, en fait, ça c'est une courbe de proportion de plantes qui sont infectées dans le temps, c'est théorique, hein. On va en fait ne pouvoir observer les symptômes qu'à partir du moment où on a déjà beaucoup de plantes infectées. Et puis forcément, c'est dans pas mal des cas un peu trop tard. Ce qui serait assez intéressant, en tout cas, surtout avec l'outil moléculaire, où on n'a pas besoin de notre œil, mais qu'on a besoin de juste de l'ADN en fait, de cibles qu'on essaye de dépister, ce serait de faire en fait un dépistage récurrent dans les phases précoces en fait, d'infection pour pouvoir vraiment agir au plus vite avant d'avoir un problème d'explosion de maladies massives dans notre serre.
qui peut être aussi super intéressant avec l'outil moléculaire, c'est de l'implanter après en fait le nettoyage. C'est-à-dire qu'on a eu un historique de contamination, on nettoie notre serre, on peut passer sur une autre rotation, mais pour ceux qui ne passent pas dans les autres rotations, il va falloir quand même qu'ils s'assurent un maximum qu'il n'y ait plus ce pathogène dans leur serre, donc ils vont faire implanter en fait un test juste après le nettoyage. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser au mieux les outils moléculaires de dépistage. Donc, quand tester, ça c'est fait. Maintenant, quoi tester? Alors, assez classiquement, on va vouloir tester les plantes parce que c'est les plantes qui vont être infectées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les plantes, souvent des feuilles, des tiges, pour analyse. Alors, cette approche-là, elle peut être très intéressante pour pouvoir confirmer, par exemple, une maladie. Donc, on a des certaines formes de symptômes sur la surface des feuilles. On veut savoir si c'est une maladie, puis voilà, on veut savoir aussi quelle est la maladie. Donc, ça, c'est intéressant pour pouvoir faire du diagnostic, la validation de diagnostic visuel. Par contre, c'est assez limité, non seulement pour faire du développement du test précoce, tout simplement parce qu'en fait, il faudrait une quantité de tests complètement astronomique, et puis c'est impossible en fait pour les producteurs de payer autant de tests. Voilà, tester chaque plante, ça fait aucun sens. On a aussi donc forcément on a les racines qui vont être testées, le sol aussi, les milieux de culture qu'on va pouvoir tester. Donc les racines, moi je les trouve quand même assez intéressantes parce que donc regardez là c'est un processus d'infection qui va être assez standard pour certaines classes de virus notamment. Donc on va avoir une infection à travers une feuille, à travers l'estomac, une blessure, et puis en fait cette infection-là va venir migrer dans les racines, se développer dans les racines, et puis après migrer dans l'intégralité de la plante. Donc vous imaginez bien que si on avait fait un test sur une feuille qui n'était pas contaminée au début du processus d'infection, on se serait dit ah bah, super, on n'a pas notre maladie, et pourtant en fait on est bien dans un processus d'infection, notre plan n'est pas du tout sain. Et forcément, si on avait testé les racines, on aurait pu avoir en fait assez vite, donc dans un processus assez précoce finalement d'infection, on aurait pu avoir une information plus précise que ce qu'on peut avoir avec les feuilles. Une autre type d'échantillon pour pouvoir faire du dépistage, donc les couvillons. Ça, c'est vraiment très intéressant pour tester les surfaces. Je viens de nous en parler, notamment pour pouvoir tester les surfaces en dehors en fait, de la zone de production, hein, tout ce qui va être les zones de lunch, les zones là où les travailleurs en fait, vont passer et vont en fait, inoculer des surfaces et les ramener après dans la serre. Donc, vous avez beau avoir nettoyé, vous avez beau être complètement débarrasser de vos pathogènes dans la surface de la serre. Si vous les avez encore ailleurs, même sur les volants de vos voitures, c'est sûr que là, c'est un problème. Donc, les couvillons est quelque chose qui est quand même assez intéressant à mettre en place pour pouvoir implémenter des tests. Et puis finalement, notamment donc, dans les serres qui sont en culture hydroponique, venir tester l'eau. Parce que l'eau, ben, c'est assez facile de venir prendre un échantillon à la sortie d'un drain pour pouvoir après regarder un peu ce qui se passe en amont si jamais on a des positifs. Donc ça permet d'avoir un suivi un peu globalisé, je dirais, de ce qui se passe dans notre serre. Donc là, c'est pas mal l'ensemble des échantillons qui sont, je dirais, envoyés à des laboratoires, qui peuvent être considérés en tout cas pour pouvoir implanter correctement des diagnostics moléculaires dans une serre. Il en manque un. Donc, celui qui manque, et c'est celui sur lequel moi j'ai vraiment envie de travailler, c'est l'air. Donc, pourquoi l'air? Alors, en ce moment, les études que j'ai pu trouver, donc il y a beaucoup de choses sur le microbiome urbain, les développements de villes, les hôpitaux, les métros, bref, il y a énormément de choses qui sont publiées là-dedans. Par contre, sur les serres, il n'y a quasiment rien du tout. On a des serres, mais dans des jardins botaniques en Angleterre. On a une étude allemande qui est sortie fin d'année dernière qui essaye de commencer justement à voir ce qu'on peut faire dans des environnements de culture confinés, mais on n'est vraiment pas là sur la science. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment faire, j'aimerais répondre à la question de peut-on faire de la biosurveillance en fait de l'air?
Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un projet préliminaire entre 2020 et 2021. Donc, j'avais reçu un petit Mitax Accélération et puis j'avais fait le tour de quelques serres au Québec, des serres de production de cannabis notamment, pour faire de la biosurveillance. Donc, ce qui avait été fait, c'était j'avais pris des échantillons en fait des surfaces des filtres à air, donc de tous les systèmes de ventilation qui concentrent finalement un peu tout ce qui va se passer dans une serre. On avait fait l'extraction d'ADN, on avait fait du séquençage nanopore, donc qui est un petit séquenceur qui est portable, et puis on avait fait l'analyse. Il y avait eu un gros défi avec la quantité d'ADN qui était récupérée, et puis aussi notamment avec le fait que cet échantillonnage-là ne prenait en fait que l'information de tout ce qui s'était passé depuis, par exemple, le remplacement du filtre. Donc imaginez que vous n'aviez pas remplacé votre filtre pendant 2 mois. Bon, bah oui, j'ai un pathogène qui à un moment donné, il y a 2 mois, s'est retrouvé dans mon filtre. Voilà. Donc cette étude était assez limitée. Et puis, il s'est passé pas mal de choses. Moi, ce petit jouet, là, je l'ai utilisé pour pouvoir développer un test de la rugose. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on peut utiliser le séquençage pour pouvoir faire des tests de dépistage. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. On avait fait un article intéressant dans le Greenhouse Magazine. Voilà, en tout cas, ce projet-là était un peu resté en pause et je suis en train de le relancer en ce moment. Ça, c'était vraiment l'aboutissement du projet. On avait eu comment ça s'appelle, Radio-Canada qui était venu en fait regarder. À l'époque, on voulait vraiment utiliser le côté portable de cet échantillon de ce séquenceur en fait, pour pouvoir faire directement du diagnostic à la ferme. Mais c'est notamment en ce moment-là, avec les discussions que j'avais avec différents producteurs, que je m'étais rendu compte finalement que l'outil, l'appareil pour pouvoir faire du diagnostic manquait vraiment faire du diagnostic de l'air. Donc, on a j'ai depuis en fait créé un petit prototype que j'ai ramené ici de capteur d'air pour pouvoir justement récupérer l'air des serres. Donc, on a fait un petit protocole expérimental qui a duré depuis 2 semaines. Donc, on a mis en fait ce capteur d'air dans une boîte fermée qui était stérile, qu'on a nettoyée avec des passages d'alcool à chaque fois. Donc, on a 3 conditions. Des conditions, on a des pétris avec des champignons. Une condition où on a juste ouvert, c'est dans le jardin qui est derrière l'envirotron, ici à l'université. Et un témoin négatif où en fait on scellait complètement la boîte dans un bureau. Tout ça a été fait en triplicat avec un pompage qui a duré à peu près 1 heure. Donc ce qu'on a fait, c'est que les échantillons, on a extrait l'ADN des échantillons et puis on a fait des PCR et une tentative de séquençage. Donc je dis tentative parce que j'étais censé obtenir les résultats hier et en fait ça n'a pas bien marché. Bon, voilà. On est vraiment, pareil, les PCR ont été faits lundi, donc c'est vraiment les résultats les plus frais du moment sur le développement de la technique. Ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir en fait analyser les champignons, parce que c'est quand même notre contrôle positif, j'ai utilisé un primer ITS. Donc ça, c'est vraiment des amorces qui vont cibler un gène qui est commun à l'ensemble des champignons. Donc ça, c'est les résultats d'extraction. Donc, mince, on ne la voit pas bien, mais ça, c'est une échelle logarithmique. J'ai vraiment eu des résultats d'extraction très, très faibles. Donc, il y a vraiment un sujet sur la concentration d'ADN qu'on est capable de récupérer avec l'air. Donc, il y en a eu un peu plus pour les champignons que pour ce qui était le jardin et le témoin négatif. Mais là, on est vraiment dans les limites de détection de l'appareil. Donc, voilà les résultats de la PCR. Donc, sur un des triplicats champignons, on a vraiment en fait une énorme bande qui est sortie. Puis alors, chaque échantillon a été doublé parce que vu que je voulais le faire en séquençage, j'ai des paires de barcodes spécifiques pour chaque échantillon. Il fallait que je teste en fait qu'il n'y avait pas de problème avec la PCR. Fait que j'ai un housekeeping gene qui est en fait comment ça s'appelle, c'est l'ADN de champignon que moi j'ai qui me sert de témoin positif. Donc sur l'ensemble de mes réactions PCR, même sur ma réaction négative. Voilà, donc les défis actuels, c'est d'essayer de travailler sur la concentration d'ADN, l'enrichissement de l'échantillon aussi, parce qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Enfin, il y a un gros défi, c'est pas un problème. J'aimerais pouvoir aussi développer en fait l'aspect quantitatif pour pouvoir vraiment avoir une quantification de ce qu'on est capable de récupérer. Et puis alors forcément l'optimisation notamment des librairies pour pouvoir aller sur le séquençage.
Puis pour le moment, tester d'autres types de séquenceurs, notamment avec l'approche Illumina, pour pouvoir faire justement un peu plus de choses comme du microbiome. Voilà, donc je vais remercier les différents professeurs qui ont pour l'instant répondu présent pour essayer de me supporter pendant ce projet. Merci à vous, merci au CRPS pour m'avoir donné l'occasion de discuter et puis d'essayer de défendre mon projet. Voilà, donc c'est un début de projet et puis si jamais il y a des partenaires aussi qui sont intéressés à rentrer, j'attends. Merci beaucoup, merci. Bonjour Rémi. Je voulais juste mentionner que c'est Rémi qui nous avait aidé à faire l'étude de frottis que j'avais présentée en Ontario en 2021 chez le producteur qui avait un cas de rugose. Donc, ça fait plaisir de revoir Rémi ici. Je voulais juste mentionner, Rémi, aussi, on devrait se parler, on se fait approcher régulièrement par différents partenaires commerciaux qui voudraient évaluer des méthodes de désinfection de l'air qui pourraient être pertinentes pour la production en serre. Donc, toi, si tu avais une méthode, la seule raison qu'on ne l'a jamais fait, c'est que c'est pas simple, ça demande du travail préliminaire. Donc, si jamais tu es intéressé, que ça pourrait peut-être soutenir ton projet de doctorat, on devrait se parler. Absolument. À la prochaine. Est-ce qu'on se rapproche de l'intelligence artificielle aussi que je vais prendre un petit kit, je vais le mettre dans une petite machine de séquençage, puis il va sortir au bout le diagnostic? Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin tout de suite de l'intelligence artificielle pour ça. Je pense c'est une question qui est très pertinente parce que c'est quelque chose aussi qui me motive énormément d'essayer justement d'avoir une espèce de boîte noire qui intégrerait le tout, où justement il y aurait cet échantillon, mais il n'y aurait pas forcément besoin d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va être peut-être plutôt d'utiliser certains paramètres de l'imagerie, par exemple. Je sais que l'imagerie par drone, par exemple, ou même par capteur dans des serres pourrait servir à faire de l'évaluation, je dirais, comme du diagnostic, en fait. Là, il y a un vrai sujet, ouais, l'intégration de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut être aussi extrêmement pertinente, je pense, pour pouvoir faire des développements de nouvelles variétés, pour trouver des nouveaux résistants. Voilà. Après, l'intelligence artificielle, on peut l'intégrer un peu partout. Le petit appareil, là, je l'avais ramené, le séquenceur. Donc, vraiment, hein, ça, il y a déjà de l'intelligence artificielle embarquée là-dedans pour pouvoir faire la lecture, en fait, des génomes. Donc, oui, l'intelligence artificielle est un peu partout, mais bon, je pense qu'il y a. Ouais. Mais si j'ai ce petit appareil-là en lisant le génome, est-ce que je peux savoir ce que j'ai sur ma feuille ou s'il faut que je passe par quelqu'un d'autre pour avoir la réponse? Pour l'instant, il faut passer par quelqu'un d'autre. OK, merci. C'est ça. Le petit dernier mot de la fin, c'est des remerciements sincères. Tout d'abord, à nos invités, Geneviève, Rose, Martin. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir vraiment rendu le thème intéressant. Je pense qu'on en parlait, tout le monde a apprécié la façon dont vous avez présenté l'information pour que ce soit dans un contexte de transfert technologique vraiment intéressant. Donc, je suis sûr que vous allez probablement être sollicité en plus par personne ici pour votre savoir. Aussi, remercier et féliciter les étudiants. Comme je vous dis, la chaire est en place depuis moins d'1 an. On a déjà des projets qui sont terminés. Anne-Sophie a fait un travail incroyable dans un laps de temps très, très court. On voit que les autres étudiants ont avancé. Donc, lorsque Patricia et moi commencions la planification, on se demandait si on avait assez de matériel à présenter, puis on s'est rendu compte que finalement, la réponse était oui, de façon très évidente. Donc, pour les étudiants, continuez. Votre présence, votre appui aujourd'hui nous encourage à continuer vraiment. La prochaine année, on a déjà 3 étudiants qui vont rentrer à l'automne. Sur d'autres projets, les projets qu'on se présente aujourd'hui, plusieurs sont en cours, donc vont générer d'autres résultats. Donc, c'est avec vraiment une bonne confiance qu'on s'engage pour la prochaine année. Votre présence aussi nous encourage à le faire. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du maillage, c'est qu'il y ait des interactions. Donc, si vous avez des questions, souvent par la suite, si vous avez déjà, on a eu des questions de venir visiter durant les expériences. On va essayer d'accommoder. Il y a certaines restrictions, mais on va essayer d'accommoder nos partenaires, évidemment, le plus possible. Puis remercier tous les gens présents aussi qui sont venus encourager les différentes présentations. Donc, je vous remercie sincèrement au nom de tout le monde. Je voudrais remercier aussi toute mon équipe là, qui ont participé de façon anonyme et à différents aspects. Daphné à la technologie avec Yannick, Caroline à l'accueil, évidemment Patricia. Donc, je leur donne une belle main d'applaudissements pour tout.